Cette vidéo va traiter du progrès technique. Tout d'abord en essayant d'en comprendre la définition, puis en voyant d'où vient ce progrès technique, comment il est expliqué, entre autres par Schumpeter, qui est certainement l'économiste qui a le plus étudié le progrès technique, et qui a démontré aussi une des explications de la diffusion de ce progrès technique. Puis ensuite, nous verrons le lien entre le progrès technique d'une part et la croissance économique d'autre part, mais aussi le lien très important entre progrès technique et emploi. En fait, au début, le progrès technique a été considéré bizarrement comme un résidu. Pourquoi un résidu? Essayons de comprendre. Eh bien, si l'on regarde ce tableau, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y a trois pays, les États-Unis, le Japon et la France, et que les dates qui sont données sont d'une part 60-73, c'est-à-dire les périodes des 30 glorieuses, puis 73-90, la période de crise. Qu'est-ce qu'on essaye de voir? Eh bien d'abord, la croissance du PIB, c'est en TCAM, c'est-à-dire en taux de croissance annuel moyen. Donc, par exemple, aux États-Unis, de 1960 à 1973, la croissance économique a été en moyenne chaque année de 3,8%. Et il en est de même, par exemple, au Japon, où pendant la période des 30 glorieuses, eh bien, ça a été 9,5% de croissance annuelle moyenne. Et la France n'était pas très loin derrière, puisque la France réussissait à avoir 5,9% de croissance économique. Or, la question que se sont posées les économistes, justement au moment des 30 glorieuses, ça a été mais à quoi est due exactement cette croissance économique? Donc, ils ont essayé de mesurer la part des différents facteurs. Premier facteur, le facteur travail. Si l'on regarde la ligne facteur travail, on s'aperçoit que ce n'est pas tellement le facteur travail qui va jouer. Donc, on regarde le facteur capital, deuxième facteur important normalement pour la production, et on s'aperçoit que il est légèrement supérieur, parfois même bien supérieur, mais ce n'est pas en augmentant le capital que l'on a réussi à avoir cette croissance économique. Alors, c'est en faisant quoi? Et c'est là la question qu'ils se sont posées, en s'apercevant que si l'on ajoutait 1 plus 1,1, on avait 2,1, or le total de la croissance c'est 3,8, donc il y a quelque chose qu'on ne s'explique pas, qui correspond ici à 1,7%. Et les économistes l'ont appelé le résidu. Bon, aux États-Unis, 1,7%, c'est important parce que c'est plus important que ce qu'apportent les deux autres facteurs, mais c'est rien du tout si l'on compare, par exemple, au Japon. Parce qu'on s'aperçoit qu'au Japon, si on additionne les 0,4 du travail, les 3,5 du capital, on est très 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 loin du 9,5 de croissance économique. Donc ce résidu inexplicable, eh bien c'est le 5,6% de cette croissance qu'on n'arrive pas à expliquer. Et quand on regarde la France des 30 glorieuses, on s'aperçoit que c'est presque la même chose. En effet, le travail a participé fort peu, 0,3, le capital 1,6, mais à quoi exactement est due la croissance? Eh bien finalement, elle est due ni au travail, ni vraiment au capital, elle est due à ce résidu, puisque sur les 5,9% de croissance, 4% viennent de ce résidu. Qu'est-ce que ce résidu qui peut atteindre des 4,6% ou 4%? C'est ce que se demanderont les économistes et c'est ce qu'ils finiront par comprendre et qu'ils appelleront le progrès technique. Bien évidemment, les économistes n'ont pas pu se contenter de résidus comme définition du progrès technique. Donc, qu'est-ce que ce progrès technique? Quel rapport y a-t-il entre progrès technique, invention, innovation? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Quelle définition peut-on donner du progrès technique? Eh bien, le progrès technique, c'est en fait l'ensemble des éléments qui permettent d'améliorer la production, parce qu'ils vont en accroître la productivité. Donc tout ce qui va améliorer la production et qui va accroître sa productivité peut être considéré comme du progrès technique. Et nous verrons donc que c'est beaucoup plus large comme sens que ce que l'on pense d'habitude que peut être ce progrès technique. Et
Lorsqu'on donne un sens très large au progrès technique, on peut dire que finalement, ce sont toutes ces innovations qui peuvent améliorer la production et donc ces innovations eh bien, vont former ce progrès technique. Mais qu'est-ce que les innovations? C'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce qu'une innovation? Eh bien, une innovation, c'est l'application à l'économie d'une invention. Expliquons-nous. Quand on fait de la recherche fondamentale, eh bien, on peut découvrir des inventions. On va inventer quelque chose, par exemple, le rayon laser. Le physicien qui a inventé le rayon laser, par exemple, il a même eu le prix Nobel pour cela, bon, il s'est contenté d'inventer le rayon laser. Puis ensuite, que s'est-il passé? Eh bien, il y a des ingénieurs qui ont fait de la recherche appliquée. Appliquée à quoi? Appliquée à l'économie. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, tiens, il y a des rayons laser, ce rayon laser, il peut servir dans l'économie à quelque chose. Et en fait, cette transformation qui est faite de l'invention à l'économie, ça va donner des innovations. Et effectivement, le rayon laser va être utilisé dans très nombreux cas et donc énormément dans l'industrie. Donc, à partir du moment où il est utilisé dans l'industrie, cette invention devient une innovation. Quels sont les différents types d'innovation? Eh bien, il y a deux grands types d'innovation, l'innovation de produits et l'innovation de procédés. Qu'est-ce que c'est que l'innovation de produit? On le comprend aisément, il s'agit d'un produit nouveau. Seulement, ce produit, il peut être totalement nouveau. Dans ce cas-là, on est en face d'une innovation majeure, c'est-à-dire le produit n'existait pas, exemple l'ordinateur, on le crée, c'est un produit nouveau, c'est une innovation majeure. Par contre, elle peut être uniquement incrémentale, c'est-à-dire qu'on avait un produit, mais on l'améliore. Par exemple, la télé noir et blanc est devenue la télé couleur. Quant à l'innovation de procédés, on n'y pense pas tout le temps, et c'est pourtant important. En effet, il y a deux types d'innovation de procédés. La première, c'est le fait qu'on introduit de nouvelles techniques de production. Par exemple, lorsque Ford a inventé la chaîne de montage pour l'automobile, il est évident qu'il a complètement transformé le processus de production et que c'était une innovation extrêmement importante. Et puis, second type d'innovation, eh bien, il s'agit d'innovation organisationnelle. Celle-ci, on y pense à peu près jamais, pourtant elle est importante aussi. Il s'agit d'organiser différemment la production. Or, par exemple, si l'on prend l'introduction du taylorisme dans les industries, on s'aperçoit que c'est une innovation organisationnelle extrêmement importante puisque le travail change complètement. Et lorsque le taylorisme a été remplacé par le toyotisme, là encore, on était en face d'une organisation totalement différente et donc en face d'une innovation extrêmement importante. Donc on voit qu'il y a deux grands types d'innovation et que chacune comprend des sous-parties. Mais d'où vient ce progrès technique? D'où viennent ces innovations? Eh bien, les économistes se partagent en deux camps. Pour le premier camp, duquel appartient l'économiste célèbre Solow, le progrès technique, il est exogène, c'est-à-dire finalement, il vient de la science et c'est un hasard si la science découvre quelque chose et quelque chose qui soit en plus applicable à l'économie. Par contre, pour Schumpeter, le progrès technique, il est endogène, c'est-à-dire il est le fruit de l'activité des hommes et surtout de leur activité économique. Schumpeter a étudié le progrès technique. Et pour lui, le progrès technique est endogène. Endogène signifie qu'il vient de l'intérieur. En effet, pour lui, il n'est pas tombé du ciel tout d'un coup comme cela. Il est le résultat de l'activité des agents économiques. Et ce progrès technique, il peut donc se matérialiser de plusieurs manières. Par exemple, dans le capital humain, si les hommes cherchent à se former ou sont formés de mieux en mieux. On va le retrouver, ce progrès technique, dans les investissements, lorsqu'ils ont pour but d'augmenter la productivité. On la retrouve surtout dans la recherche-développement, qui sert justement à essayer de découvrir des innovations supplémentaires.
Et même, on peut décider que le progrès technique est aussi valable dans les infrastructures publiques qui se modernisent, qui innovent pour pouvoir être encore plus efficaces. Et donc, en fait, les agents économiques sont le moteur de ce progrès technique endogène. C'est eux qui le mettent en place. Et qui est-ce qui exactement est celui qui met le plus en place le progrès technique? Eh bien, c'est l'entrepreneur, dit Schumpeter. En effet, pour Schumpeter, l'entrepreneur est au centre de l'économie. Et qu'est-ce qu'il recherche, cet entrepreneur schumpeterien? C'est le fait que s'il prend des risques en innovant, eh bien, il espère en avoir une rétribution. Cette rétribution, c'est du profit. Pourquoi est-ce qu'il aurait du profit? Parce que pendant un certain temps, il va avoir un monopole temporaire. En effet, s'il a un nouveau produit que les autres n'ont pas, s'il a une nouvelle manière d'organiser le travail ou le capital, là encore, il va avoir une avance sur les autres. Et pendant un certain temps, il va être le seul. Donc, il va avoir ce monopole temporaire, et ce monopole temporaire va augmenter ses profits. Donc, le but final, c'est évidemment l'augmentation des profits, mais il faut cet entrepreneur pour le mettre en place. Et ce progrès technique provoque un véritable choc. Pourquoi il provoque un choc? Parce que c'est un processus de destruction créatrice. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que lorsque le progrès technique est mis en place, eh bien, il va y avoir destruction. Il va y avoir destruction de tout ce qui est anciens processus de production, anciens produits, anciennes industries qui deviennent obsolètes et qui vont être remplacés par de nouveaux produits, de nouvelles industries, de nouvelles organisations. Et évidemment, cette destruction créatrice crée des chocs parce qu'elle va peut-être créer pendant un certain temps du chômage, même si par la suite elle crée de nouveaux postes, et elle crée aussi des problèmes parce que si on organise différemment le travail ou le capital, eh bien il va y avoir des répercussions sociales. Donc ce processus de destruction créatrice est lié au progrès technique et il a une importance fondamentale. Comment le progrès technique se diffuse-t-il? Eh bien, en fait, Schumpeter va donner une explication. Pour cela, il reprend les cycles de Kondratiev. Et Kondratiev avait remarqué qu'il y avait de très longs cycles de croissance et de longs cycles de dépression, que l'ensemble faisait une cinquantaine d'années, et que ces cycles se renouvelaient à peu près de la même manière, et il avait commencé à noter des dates. Schumpeter va donner une explication. En effet, Kondratiev s'est simplement contenté de montrer quelles étaient les régularités. En effet, il va dire qu'en fait, à chaque expansion, croissance économique, il y avait une innovation dans l'énergie, des secteurs moteurs, et donc que ces innovations étaient tellement importantes parce que c'était des innovations en grappes, autrement dit une innovation en entraînait une autre qui en entraînait encore une autre, etc., que ces grappes d'innovation poussaient à la croissance économique forte et que l'ensemble de ces inventions, de ces innovations, en fait, se répandaient dans le tissu économique. La première grande vague de grappes d'innovation, ça a été celle qui touchait la machine à vapeur et le métier à tisser. Mais le métier à tisser était un élément. En fait, tout ce qui touchait ensuite le tissage, le filage, etc., ont fait preuve aussi là d'initiative et d'innovation. Et donc, ces innovations se répandent dans le tissu économique. Et puis, à un certain moment, il n'y a plus d'innovation. Donc l'économie se poursuit, la production se poursuit, mais sans innovation. Et comme il n'y a plus d'innovation, il y a un retournement de tendance. Et on voit la première date, c'est la crise de 1814-1815. Et ce retournement de tendance fait que va y avoir une zone de dépression qui va durer tant qu'on n'aura pas de nouvelles grappes d'innovation. Et en effet, jusqu'en 1948, ça manque d'innovation. Et puis, ça y est, de nouvelles innovations apparaissent. Et ces nouvelles innovations, c'est celle du chemin de fer,
du charbon et de l'utilisation donc du coke, et puis des métaux, essentiellement le fer, la fonte et le fer. Et donc, en fait, ces innovations, qui sont de nouveau des grappes d'innovation, c'est-à-dire que les unes entraînent les autres, eh bien, vont se répandre dans tout le tissu économique jusqu'en 1873, date d'une grande crise économique, qui vient, selon Schumpeter, du fait que, voilà, depuis quelques années, il n'y avait plus d'innovation, et donc que les profits baissaient, et que l'économie ralentissait. Et puis, une grande dépression jusqu'en 1895-96, et de nouveau, il y a des grappes d'innovation. Ces grappes d'innovation, elles sont liées à une nouvelle énergie qu'est l'électricité, à un élément moteur qui est la chimie, et puis on a aussi le moteur à explosion qui va permettre de développer l'automobile. Et donc là, de la même manière, l'ensemble du tissu économique absorbe ces innovations et on se trouve en 1929 face à une grande crise, un retournement, parce que là encore, les innovations, il n'y en a plus. Et donc, une crise qui va durer, puisque la dépression est longue, la guerre vient y ajouter. Et en 1944, de nouveau, des grappes d'innovation. Ça tourne autour du pétrole, ça tourne autour du moteur d'électricité, etc. Et donc, en fait, là se développent de nouvelles innovations, et ces nouvelles innovations, elles vont permettre une grande période de croissance économique qui sera les 30 glorieuses, qui se termine, là aussi, par un manque d'innovation en 1973, avec la crise de 73. Et donc, une descente aux enfers, tant qu'on n'a pas trouvé de nouvelles innovations. Puis, le début des années 90 fait apparaître de nouvelles innovations qui tournent autour de tout ce qui est l'informatique, les biotechnologies, etc. Et donc qui donnent une nouvelle phase de croissance, mais jusqu'où cela ira-t-il? On ne le sait pas exactement. Dans une seconde vidéo, nous verrons quels sont les rapports entre, d'une part, ce progrès technique, cette innovation, et d'un côté la croissance, et de l'autre côté les rapports encore plus importants entre le progrès technique et l'emploi.